L'audience de confirmation des charges retenues contre le président Laurent Gbagbo prend fin ce jeudi 28 février 2013. Et comme annoncé dès l'ouverture de l'audience, le 19 février dernier, les juges rendront leur verdict sur la toute première requête, sinon observation de la défense, concernant l'irrecevabilité de l'affaire. Bien sûr, en cours. Et comme on peut s'y attendre, il serait surprenant que la défense y gagne un gain de cause, malgré toutes les remarques pertinentes du professeur de droit pénal international, Dov Jacob. Je commence donc par la recevabilité. Au cœur de la recevabilité, il y a le principe de complémentarité. Ce principe articule les rapports entre la Cour et les autorités nationales et accorde une primauté à ces dernières. Par ailleurs, le principe de complémentarité doit se comprendre en rapport avec l'obligation de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui pèsent sur les États en droit international. Cette obligation est d'ailleurs reconnue dans le préambule du statut de Rome au même titre que celui de la complémentarité. En d'autres termes, la complémentarité ne peut se comprendre comme un choix accordé aux juridictions nationales de poursuivre, mais au contraire comme l'obligation de poursuivre en premier lieu. C'est à la lumière de cette obligation que le test juridique de complémentarité doit être compris. À cet égard, la défense rappelle qu'au titre de l'article 17 du statut, une affaire est irrecevable si, et je cite, « elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. » Il y a donc deux étapes dans le test de complémentarité. Premièrement, y a-t-il enquête ou poursuite au niveau national ? Et deuxièmement, l'État est-il incapable ou n'a pas la volonté ? Ayant déposé sa requête en irrecevabilité, la défense invite à s'y référer pour les détails de l'argumentation et souhaite juste ici insister sur quelques points essentiels. Commençons donc par l'existence de procédures au niveau national. La défense rappelle que le président Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 par les forces fidèles à Alassane Ouattara, avec le soutien des forces de l'ONUCI et de la France, comme le souligne lui-même le procureur au paragraphe 15 de son document contenant les charges. Il sera détenu pendant près de 8 mois à Korogo, dans le nord du pays, sans titre et sans mandat, jusqu'à son transfert à La Haye le 29 novembre 2011. Pendant cette période, s'il y a eu une certaine opacité de la part des autorités ivoiriennes sur les raisons de sa détention, il ne fait aucun doute qu'il existait bien des poursuites contre le président Gbagbo. Cela est le plus clairement attesté par sa mise en examen le 18 août 2011. Rien n'indique aujourd'hui qu'il a été mis fin à ces poursuites. D'ailleurs, le procureur lui-même confirme l'existence de ces poursuites en juin 2012 lors de la procédure
de mise en liberté provisoire en affirmant que si la chambre préliminaire devait prononcer cette mise en liberté provisoire, le président Gbagbo devrait être renvoyé devant les juridictions ivoiriennes pour être poursuivi. La défense note à ce titre avec intérêt le soutien apporté à l'époque et de façon anticipée du bureau du procureur pour la présente requête. Une fois l'existence de poursuites établie, il reste à déterminer plus précisément si celles-ci concernent substantiellement le même comportement, comme l'exige la Chambre d'appel de la présente Cour. La défense considère que le comportement à prendre en compte est le comportement en rapport avec le contexte dans lequel auraient eu lieu les crimes, plutôt que le comportement en rapport direct avec la commission des crimes eux-mêmes. En effet, on voit bien à la lecture du document contenant les charges que le cœur de ce qui est reproché au président Gbagbo, ce ne sont pas les quelques événements précis choisis par le procureur, mais la soi-disant mise en œuvre d'une politique générale visant à rester au pouvoir par tous les moyens. Or, c'est exactement ce qui lui est reproché dans les procédures engagées contre lui en Côte d'Ivoire. La défense invite à ce titre la Chambre à ne pas se contenter de constater que le président Gbagbo est seulement poursuivi pour crime économique devant les juridictions nationales, ce qui est un simple habillage cosmétique visant à cacher une réalité qui est bien plus complexe, comme l'attestent les documents fournis par la défense à la Chambre au soutien de sa requête en irrecevabilité. Ces documents montrent, sans ambiguïté, que ce qui est reproché au président Gbagbo, c'est son comportement pendant la crise post-électorale dans la mise en œuvre d'une volonté de rester au pouvoir à tout prix, faisant ainsi écho, presque point par point, au DCC du procureur. Dans le même ordre d'idées, les enquêtes nombreuses menées en Côte d'Ivoire contre les anciens collaborateurs du président Gbagbo portent nécessairement sur le président Gbagbo. En effet, quel procureur sérieux pourrait affirmer qu'il enquête sur tous les présumés exécutants de crimes allégués sans enquêter sur celui qui les aurait supposément ordonnés? Il ne fait donc aucun doute que c'est bien substantiellement le même comportement qui fait l'objet d'enquêtes en Côte d'Ivoire et qui est la base des poursuites engagées contre le président Gbagbo devant la présente Cour. La défense invite donc la Chambre préliminaire, en application de l'article 17 du statut, à déclarer la présente affaire irrecevable. Et ce, d'autant que la Côte d'Ivoire n'est ni incapable, ni ne manque de volonté pour traduire le président Gbagbo en justice, comme nous allons à présent le développer brièvement. Le problème est que les juges de la CPI, conscients de cette pertinence déjà évoquée dans les affaires Katanga et Lubanga, trouveront bien d'autres arguments pour faire échouer la thèse du professeur Jacob, à savoir que le comportement dont parle le professeur Jacob ne saurait être compris de la même façon. Pour les juges de la CPI, le mot comportement signifierait bien tous les crimes relevant de la compétence de la CPI et non le seul comportement du suspect
ou dans le cas d'espèce du président Laurent Gbagbo, dans sa globalité, pendant la crise post-électorale, où la CPI serait amenée à se prononcer sur tous les crimes économiques y compris, pourtant déjà poursuivis en Côte d'Ivoire. Mais le professeur Jacob, ainsi que l'ensemble des membres de l'équipe de défense du président Gbagbo, le savent. C'est pourquoi, toujours lui, Jacob Dove, évoquera hier, mercredi 27 février, la concomitance des paragraphes A et D de l'article 25.3 du statut de Rome sur la question de la responsabilité pénale individuelle du président Laurent Gbagbo. Ainsi, les chambres de cette Cour ont, à de nombreuses reprises, réaffirmé la différence entre 25.3a, qui concerne la commission des crimes, et les paragraphes suivants, c'est-à-dire 25.3b, c et d, qui touchent à différentes formes de complicité. De cette différence, les juges ont tiré une hiérarchie. Il faut d'abord considérer la commission, puis la complicité. Cette approche est illustrée, par exemple, dans la décision de confirmation des charges dans Katanga. Et je cite : « Si la Chambre conclut qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que l'accusé est conjointement responsable en tant qu'auteur principal, toute autre question relative à sa responsabilité en tant que complice serait sans objet. » Cette hiérarchie entre les modes de responsabilité implique également qu'ils ne sauraient donc tous deux être confirmés, contrairement à ce que demande le procureur. Ainsi, la Chambre préliminaire 2, dans l'affaire Ruto, Kosgei et Sang, exprimait, je cite, « des doutes sur la validité de la démarche consistant à tirer des conclusions concomitantes sur des formes de responsabilité présentées comme subsidiaires les unes aux autres. Une personne ne saurait être considérée à la fois comme auteur principal et comme complice d'un même crime. » Fin de citation. À la lumière de ce qui précède, la défense demande donc respectueusement à la Chambre de ne pas accéder à la demande du procureur sur la confirmation cumulative des deux modes de responsabilité. C'est uniquement si la responsabilité sous 25.3 n'est pas engagée que la responsabilité sous 25.3d pourrait l'être éventuellement. Parce qu'encore une fois, une personne ne peut être l'auteur et le complice d'un même crime. Le procureur, dans sa précipitation d'ajouter un mode de responsabilité, n'a pas pris le temps de bien comprendre cette distinction de bon sens entre les deux modes de responsabilité. Cette confusion explique les déficiences du raisonnement et de la preuve du procureur sur le mode de responsabilité sous 25.3d. Avant d'évaluer le raisonnement du procureur, il convient de rappeler brièvement les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sous 25.3d. Premièrement, il faut établir l'existence d'un groupe de personnes agissant de concert pour commettre un crime relevant de la compétence de la Cour. Il faut donc que le procureur identifie précisément 1. Les membres du groupe et 2. Leur intention criminelle. Deuxièmement, il faut identifier une contribution de la part de la personne poursuivie directement à la commission des crimes. Troisièmement, il faut identifier l'intention de contribuer, soit pour faciliter la commission du crime,
soit en connaissance de l'intention criminelle du groupe agissant de concert. À la lumière de ces conditions, il apparaît évident que le procureur n'a pas fourni des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le président Gbagbo a contribué à la commission d'un crime au sens de l'article 25.3d. Les deux aspects les plus problématiques du raisonnement du procureur sont en rapport à l'identification du groupe et de son intention, d'une part, et la contribution alléguée du président Gbagbo, d'autre part. En ce qui concerne le groupe agissant de concert, il est identifié dans le DCC comme, et je cite, « des commandants et des membres des forces pro-Gbagbo, dont ce dernier ». Au-delà de cette affirmation vague, le procureur n'identifie jamais précisément dans le DCC ni les membres du groupe, ni leur intention criminelle. Le procureur procède par renvoi à des paragraphes antérieurs du DCC. C'est la note de bas de page 464 du DCC. Or, si on analyse les renvois, ils n'apportent aucune précision sur ces deux points. Prenons-les rapidement. Le premier renvoi est au paragraphe 32 à 42 du DCC. Ces paragraphes concernent la supposée existence d'une organisation, au sens de l'article 7.2, et ne permettent à aucun moment d'identifier précisément les membres du groupe agissant de concert, ni l'intention avec les 4 crimes allégués dans les charges. La défense note d'ailleurs l'utilisation assez libérale que fait le procureur du terme de « précisément ». Ainsi, le 20 février dernier, mon collègue du bureau du procureur affirmait, je cite, « Enfin et précisément, dans l'organisation de Laurent Gbagbo, il y a les leaders de la galaxie patriotique. La galaxie patriotique, c'est une nébuleuse de divers groupes soutenant Gbagbo. Les leaders, une nébuleuse, divers groupes. Il faut convenir que le procureur s'astreint ici à un standard de précision assez bas. Le second renvoi est au paragraphe 59. Ce paragraphe allègue l'existence d'un plan commun entre le président Gbagbo et, je cite, les membres de son entourage immédiat. Sans plus de précision, une fois encore, sur ses membres. Le troisième renvoi est au paragraphe 85 du DCC, qui évoque les contributions coordonnées par d'autres intervenants. Encore une fois, sans grande précision sur qui sont ces autres intervenants. Et surtout, ce n'est pas la même chose de contribuer à un plan commun et d'être le membre d'un groupe agissant de concert. C'est justement la raison pour laquelle il existe des modes de responsabilité différents dans le statut. Ce que le procureur semble, une fois encore, vouloir ignorer. Enfin, le dernier renvoi est au paragraphe 90 du DCC, qui semble recouvrir la connaissance des, et je cite, co-auteurs des crimes. Qui sont-ils? Le paragraphe ne le mentionne pas. Quelle est leur intention criminelle? Le paragraphe ne le mentionne pas non plus. Aucun des 4 renvois ne permet donc à la défense d'identifier avec certitude qui sont les membres du groupe agissant de concert ou leur intention criminelle. La défense tient d'ailleurs à cet égard à déplorer l'utilisation exagérée des renvois faits par l'accusation. Par exemple, en audience vendredi dernier, mon collègue a renvoyé en rafale
à pas moins de 14 notes de bas de page qui contiendraient des éléments relatifs à l'intention de ce groupe agissant de concert. 14 notes de bas de page. Déjà, ces renvois ne sont pas les mêmes que ceux effectués dans le DCC et que j'ai précédemment mentionnés, ce qui est d'un aveu tardif que le DCC lui-même n'était pas assez précis. Surtout, ces renvois faits en audience ne sauraient satisfaire aux exigences d'informer le suspect dans les délais les plus courts et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges. Au final, le jeu de pistes imposé à la défense et à la Chambre par le procureur n'aboutit nulle part. Un peu comme les escaliers qui se replient sur eux-mêmes dans les tableaux d'Escher. Le procureur ne démontre jamais qu'il existe bien un groupe agissant de concert avec une intention criminelle et surtout agissant indépendamment du président Gbagbo. Au contraire, le procureur n'a cessé de vouloir démontrer que sans le président Gbagbo, il n'existerait pas de plan commun ou de prise de décision indépendante des soi-disant co-auteurs ou exécutants. Ainsi, et seulement à titre d'exemple, l'accusation nous affirmait, le 21 février dernier, que le président Gbagbo était, je cite, « l'ultime responsable de la politique de violence contre les civils ». Et le même jour que Simone Gbagbo ne pouvait tenir un meeting sans l'accord de son mari. Le lendemain, l'accusation insistait une fois encore sur l'idée que c'est le président Gbagbo qui donnait des instructions précises, tant à Simone Gbagbo qu'à Blé Goudé, qui ne pouvait, au dire du procureur, agir sans le consentement du président Gbagbo. Il faudrait savoir ce que veut le procureur. Le président Gbagbo est-il auteur ou complice? Son entourage est-il une masse d'exécutants aveugles? Ou les membres d'un groupe agissant de concert avec une intention spécifique? Les éléments avancés pour prouver l'une des hypothèses ne sauraient logiquement être simplement réutilisés pour prouver presque le contraire. Les déficiences du DCC concernent également la supposée contribution du président Gbagbo. La défense a déjà soulevé la question de la difficulté d'invoquer, comme le fait le procureur, les mêmes contributions sous les deux modes de responsabilité, allant jusqu'à inclure le président Gbagbo dans le groupe agissant de concert et lui imputant la définition du plan commun de ce groupe. Si le président Gbagbo a effectivement fait tout cela, en quoi serait-il un contributeur plutôt qu'un auteur? Par ailleurs, Maître Fovo-Ivanovic a déjà abondamment démontré, dans le cadre de la discussion sur 25.3a, que les contributions alléguées du président Gbagbo n'étaient pas recevables car pas suffisamment étayées. Plus spécifiquement en lien avec 25.3d, la défense tient à souligner que contrairement à ce qu'affirme le procureur, la contribution à démontrer n'est pas la même dans les deux modes de responsabilité. Ainsi, dans le cadre de 25.3a, la contribution s'entend par rapport au plan commun. Par contre, dans le cadre de 25.3d, la contribution s'entend par rapport au crime. L'accusation semble vouloir ignorer cette distinction lorsqu'elle affirmait en audience vendredi, et je cite,
L'élément de l'article 25.3d, selon lequel l'accusé a contribué au crime, est inclus dans l'élément de l'article 25.3a, selon lequel l'accusé a apporté une contribution au plan commun, et par ce truchement, au crime. En s'exprimant ainsi, mon collègue du bureau du procureur tente de contourner la différence entre les deux modes de responsabilité par une pirouette linguistique. Or, on ne saurait assimiler la contribution à un plan commun à la contribution à un crime. Comme le soulignait d'ailleurs la juge van den Wegaert dans son opinion dissidente dans l'affaire Katanga, la preuve d'une contribution essentielle à un plan n'implique pas forcément la preuve d'une contribution non essentielle à un crime. Une autre observation pertinente qui avait mis la puce à l'oreille des juges Hans-Peter Colt et Christen van Winger, qui n'avaient pas manqué d'instruire le procureur sur la requalification de ces charges en visant l'article 28, cette fois-ci, du statut de Rome. Madame le Président, je vais terminer ma présentation ici, mais j'aimerais ajouter cependant que l'accusation a l'intention maintenant de présenter ses arguments en ce qui concerne l'interprétation juridique de l'action indirecte au titre de l'article 25.3a et de la responsabilité au titre de l'article 25.3d par écrit dans le cadre de son mémoire de clôture. Avant que vous finissiez, nous avons une question de Judge Cole. Yes, I have Le juge Cole, oui. a question which is J'ai directed une to the question prosecution, pour obviously. l'accusation. Bien And sûr. you have explained at Vous first avez expliqué tout in d'abord, some detail en détail, the mode of criminal le responsibility mode de responsabilité pénale en application de l'article 25.3a. And subsequently, Et ensuite, you have, explained vous nous avez parlé, vous avez dit according to the prosecution, que d'après l'accusation, l'article 25.3d pourrait aussi être mis en œuvre. Well, I Bien. believe that it is the natural Je pense task of the prosecution qu'il incombe à to l'accusation examine carefully all d'étudier- possible modes d'étudier of en détail criminal toutes les responsibility. qualifications juridiques éventuelles en matière de I responsabilité would pénale. be interested to know Je serais très what intéressée were de savoir the considerations exactement the considerations of the prosecution with regard to criminal quelles sont responsibility les pursuant réflexions to de Article 28 l'accusation responsibility en ce qui of concerne commanders la and other responsabilité superiors. en application de I'm l'article aware 28, that la responsabilité du this supérieur question, hiérarchique. in a Bon, je way comprends bien as- que ma question arrive un peu à some l'impromptu. surprise, and I taking into account this. Cela I dit, would accept. I Je would suis accept parfaitement prêt à accepter that the prosecution would find que it necessary l'accusation to consult a nous little demande un bit peu de and to temps, reflect de a little réflexion bit avant de nous répondre. with the entire team. Before, Réflexion collégiale, an bien sûr, answer de la part de to this, l'accusation. Question, Et il serait bon, sans doute, full and considered d'obtenir answer une is bonne given. réponse, bien But étoffée. of course, if the prosecution Bien sûr, feels able to provide us dans la now mesure où, bien sûr, si with a l'accusation full considère and qu'elle est considered capable de response répondre to maintenant, this, tout de suite, de manière question, détaillée et I, étoffée, well, je serais ravi de l'entendre. For myself, would en ce qui me concerne en tout cas. would be interested in hearing it. That's my question. Voilà ma question.
Et pour ce qui est du la troisième exigence de l'article 28, Gbagbo était le commandant en chef. Il avait contrôle effectif, il avait l'autorité sur toutes les branches du FDS. Donc, d'après nous, c'est ainsi que les faits et les éléments de preuve présentés dans notre présentation satisfont bien aux exigences demandées à l'article 28. De plus, bien sûr, nous pouvons bien sûr vous répondre aussi par écrit dans le cadre de nos arguments en clôture. Ayant terminé sur le mode de responsabilité sous 25.3d, la défense souhaiterait conclure cette partie en présentant quelques brèves remarques sur la responsabilité du supérieur hiérarchique sous l'article 28, qui a été discuté en audience vendredi dernier. Suite à la question de M. le juge Cole, l'accusation a répondu qu'elle considérait que cette forme de responsabilité pouvait être engagée sur la base des éléments de preuve fournis. Vous comprendrez, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, que cela laisse la défense dans la situation délicate où le procureur s'est prononcé sur un mode de responsabilité non prévu au DCC sans que la défense ne soit en mesure de répondre. Certes, dans l'affaire Bemba, c'est plusieurs semaines après la fin de l'audience que la chambre préliminaire a invité le procureur à amender son DCC et donc à la défense de déposer des observations. Cependant, la différence est que dans Bemba, la question du mode de responsabilité sous l'article 28 n'avait été soulevée ni par les juges, ni par l'accusation lors de l'audience de confirmation des charges. Il nous semble donc qu'à partir du moment où l'accusation a effectivement déclaré en audience que la responsabilité du supérieur hiérarchique pouvait être engagée, il serait contraire au principe du contradictoire et de l'équité de l'audience que la défense ne puisse pas répondre. Or, il est impossible de répondre sur la base des quelques remarques faites par le procureur en audience. Par conséquent, il nous semble que l'option la plus raisonnable serait de suspendre l'audience et d'inviter le procureur à présenter une argumentation plus précise, ce qui permettra ensuite à la défense de répondre convenablement. Comme on le voit, face au vide juridique du dossier, le procureur contre Laurent Gbagbo, les juges de la CPI, bien que convaincus qu'il aurait eu des crimes commis de part et d'autre, pour ne pas dire des deux camps, en Côte d'Ivoire, tentent de faire ici passer en force une jurisprudence, celle de condamner toute personne, même pour des motifs politiques, pourvu que cette affaire soit motivée par la communauté dite internationale.